Salut, bienvenue sur Patchwork. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on aborde assez peu dans l'espace public, qui expose souvent à la moquerie, à l'indifférence, voire à la dispute. Il s'agit d'une question importante, et qui implique des violences très graves, mais que la plupart des gens n'osent pas se poser. Heureusement aujourd'hui, on est entre nous, donc je me fais pas de soucis pour ça. Il va être question de l'exclusion politique et sociale d'un groupe très spécifique, qui ne dispose pas des mêmes droits que la majorité des citoyens. Le problème, c'est que dit comme ça pourrait concerner énormément de personnes. Pour ne donner qu'un exemple, le droit à la PMA a récemment été accordé aux femmes seules et aux couples de femmes, mais continue d'exclure les personnes transgenres. Du coup, ça n'inclut pas toutes les femmes. Et loin de se limiter à sa dimension juridique, l'exclusion peut se faire malgré l'égalité en droit. Suite à cette nouvelle législation, les femmes lesbiennes et célibataires se heurtent à différentes formes de discrimination dans leur démarche de PMA. Mais on aurait aussi pu parler des sans-papiers, des prisonniers, ou encore des précaires et des personnes sous tutelle. En bref, l'exclusion affecte de nombreux groupes, et prend de nombreuses formes. Alors de qui est-ce qu'on va bien pouvoir parler aujourd'hui ? Certains l'auront peut-être deviné, mais ça les empêchera pas d'être étonnés. Il s'agit des enfants. Non, vous ne rêvez pas, on va parler de la place des enfants en politique. C'est un sujet qu'on aborde si peu que même à gauche, on ose à peine l'envisager. Et pourtant, il y a de la matière. Le statut de mineur exclut les personnes concernées d'un certain nombre de droits. Voter à des élections et être soi-même éligible, saisir la justice sans avoir à passer par ses représentants légaux, ou encore la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Mais de la même manière que l'exclusion des femmes du champ politique ne saurait être résumée à une question d'inégalité en droit, l'exclusion des enfants tient avant tout au pouvoir que les adultes ont sur eux. On leur impose des horaires pour manger, dormir et travailler. On contrôle leur fréquentation et leur emploi du temps. On les oblige à demander la permission pour des choses élémentaires, comme aller aux toilettes, parler ou se taire. Il y aurait tellement de choses à dire. On parle pour qualifier ce régime politique de domination adulte, qui se joue principalement dans la famille, mais aussi à l'école. De manière générale, les personnes majeures exercent un contrôle quasi total sur la vie des personnes mineures. À mon avis, si un tel rapport de pouvoir doit exister au sein de la société, on devrait être particulièrement exigeant avec les raisons qui nous sont données pour le justifier. C'est ce à quoi je vous propose qu'on réfléchisse aujourd'hui. Bon, j'en vois déjà qui doivent s'interroger. Tout ce que je dis là est bien beau, et en se laissant rêver un peu, on serait presque prêt à croire qu'il se joue ici une injustice, mais quand même, les enfants quoi. Si on ne leur accorde pas les mêmes droits qu'aux adultes, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et c'est vrai que lorsque le sujet est mis sur la table, il y a un certain nombre de réponses types qui sont apportées pour expliquer pourquoi le pouvoir que les adultes ont sur les enfants est un non-sujet. La première réaction est souvent la dérision. Ah, vous militez pour la fin de la sieste obligatoire, c'est ça ? Puis dès qu'on commence à parler de sujets qui prêtent un peu moins au rire, comme la question des violences sexuelles et des maltraitances graves au sein de la famille, c'est le dégoût. Ah, quelle horreur ! Ceux qui ont fait ça sont des monstres. Finalement, la justification qui nous est donnée la plupart du temps, c'est que tout ça, c'est pour le bien des enfants. Si les parents disposent d'un tel pouvoir sur leurs enfants, c'est que ces derniers sont vulnérables, et il faut bien les protéger. Contre ceux qui pourraient leur vouloir du mal, mais aussi contre eux-mêmes, car ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. On se rappelle tous de cet ami nous racontant avec nostalgie cette fois où il a frappé son petit frère pour le remettre à sa place. Peut-être même que vous êtes cet ami. Et dans ce cas, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous juger, mais de faire le constat de ce à quoi participe ce genre d'anecdote. À naturaliser l'enfance, à en faire un domaine qui dicterait ses lois à la société plutôt que l'inverse. Que ce soit les disputes entre frères et sœurs, les violences au collège, l'autorité des parents sur les enfants, etc. De cette façon, on s'autorise tout un tas de choses vis-à-vis des enfants qu'on ne se permettrait pas hors de la famille. Selon Tal Peter Brotmerks, on peut découper la protection de l'enfance en 3 postulats. L'enfance est naturellement vulnérable, il revient donc à la famille d'y remédier en assurant son éducation, et en cas d'échec, l'État doit intervenir pour s'assurer du bien-être de l'enfant. Mais si tout ça est si bien rodé, comment expliquer que les violences que doivent subir les enfants dans la sphère familiale soient aussi massives ? Les chiffres à ce propos sont très durs à obtenir, mais selon le rapport 2020 de l'OMS en zone Europe, 29% des hommes disent avoir subi des violences et abus physiques étant enfants, et 14% des femmes parlent de violences sexuelles. Si on s'intéresse au cas de la France, une étude réalisée par l'Observatoire national de l'action sociale en 1999 nous apprend que dans 80% des cas d'abus sexuels signalés, les auteurs sont issus de la famille de l'enfant, chiffre qui monte à plus de 90% dans le cas des violences physiques, de la cruauté mentale et des négligences graves. Comme le soulignent les auteurs du rapport, on est bien loin de la figure du prédateur inconnu.
Cette prévalence des abus au sein de la famille est d'ailleurs confirmée par un sondage récent réalisé par Harris Interactive, selon lequel 68% des victimes déclarées de maltraitance grave signalent l'avoir été au moins en partie dans leur propre famille. On peut donc sérieusement douter du rôle protecteur de la famille, ou au moins la considérer pour ce qu'elle est aussi, un organe de production des violences envers les enfants. Pour aller plus loin sur cette question, je vous renvoie vers le livre Le berceau des dominations de Dorothée Ducy, que la bibliothèque de Rennes a commencé à lire sur sa chaîne YouTube. C'est une réalité pas facile à entendre, mais qu'il est important de ne pas ignorer. Et malheureusement, on a de bonnes raisons de penser que les chiffres dont on dispose sont globalement sous-estimés. L'une des raisons à cela est qu'il est difficile pour les enfants de mettre des mots sur les abus qu'ils subissent, même a posteriori. La lutte contre la maltraitance envers les enfants ne doit pas nous amener à penser qu'elle concernerait avant tout des monstres. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les punitions corporelles sont omniprésentes, et on a affaire à un véritable continuum de la violence. Comme le rapporte la Fondation pour l'enfance, 85 à 87% des parents déclarent avoir recours aux punitions corporelles avec leurs enfants, ce qui explique le rejet massif à laquelle a dû faire face la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires en 2019, parfois résumée à l'interdiction de la fessée. Certains parents me répondront sans doute que ces violences, aussi malheureuses soient-elles, sont parfois nécessaires pour gérer son enfant avec les moyens dont on dispose. Mais ne pourrait-on pas justifier une bonne partie des maltraitances de cette manière ? Est-ce que la normalisation des violences ne serait pas un terreau fertile pour les maltraitances les plus graves ? Sans surprise, les parents qui font usage de violence dans l'éducation de leurs enfants sont généralement plus enclins à leur infliger des abus, et la normalisation de la violence physique dans l'éducation participe à invisibiliser les abus les plus graves. Une part conséquente des violences commises envers les mineurs est donc liée au sentiment que sans elles, les parents seraient dépassés. Mais si nous devons prendre en compte cet aspect du problème, nous ne pouvons pas nous contenter d'opposer les bons parents aux mauvais parents. Ce serait ignorer la diversité de situations dans lesquelles se trouvent les familles, certaines pouvant favoriser les violences. Et ça nous ferait passer à côté de ce qui rend ces violences possibles, la domination adulte. Une manière plus systématique de traiter la question serait d'examiner ce qu'on nous présente comme étant à l'origine du pouvoir que les adultes ont sur les enfants, à savoir leur vulnérabilité. À ce propos, on nous présente souvent l'exemple du nourrisson. Comment peut-on penser que l'enfance ne serait pas une période vulnérable face à un être aussi fragile ? Le problème, c'est que cet argument procède d'une généralisation. Peut-on vraiment mettre les personnes allant de 0 à 18 ans dans le même panier ? On peut déjà noter que cet âge varie beaucoup d'un pays à l'autre, et a même évolué avec le temps. Ce qu'on nous explique alors, c'est que cette démarcation entre enfant et adulte, pour ce qu'elle peut avoir d'arbitraire, reposerait sur un processus biologique, le développement de l'individu. Les enfants seraient avant tout des individus pas encore arrivés au terme de leur développement physique et mental. Pour atteindre la maturité, ils doivent être pris en charge et éduqués, ce qui justifie le pouvoir que les adultes ont sur eux. Mais loin d'être un constat objectif porté sur la nature, cette vision du monde part d'une approche historiquement située de l'enfance, qui n'a rien de naturel. Celle-ci postule que l'enfant ne serait pas à considérer pour ce qu'il est, mais pour ce à quoi il doit aboutir. Il s'agit d'un adulte en devenir. La vieillesse serait quant à elle une phase dégradée de la vie adulte, une fin de cycle. On peut déjà remarquer qu'il y a là une forme de nihilisme, qui ne sait pas apprécier l'enfance et la vieillesse pour ce qu'elles sont, et les place en comparaison constante avec l'âge adulte, perçu comme l'aboutissement de l'existence humaine. Mais plus important encore, on prétend justifier le pouvoir que les adultes ont sur les enfants via un modèle qui suppose déjà la supériorité des adultes. C'est ce qu'on appelle une pétition de principe. Comme l'a montré la psychologue Erika Berman, l'enfance telle qu'on la conçoit en psychologie du développement souffre de nombreux biais, parmi lesquels le rapport privilégié à l'âge adulte qu'on vient d'évoquer, mais aussi la tendance à concevoir le développement comme indépendant du contexte social. C'est ainsi que sous couvert de dévoiler les soubassements biologiques à l'œuvre derrière le développement de l'individu, un ensemble de normes caractéristiques de la classe moyenne blanche occidentale s'est imposé comme universel. On nous explique alors que résoudre un problème de manière autonome et en ayant le contrôle de la situation est objectivement meilleur. Mais des alternatives pas moins pertinentes existent, notamment celles qui impliquent la collaboration et la valorisation des autres. Plutôt que de prendre pour acquise l'idée qu'on se fait de l'enfance, on pourrait donc, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, considérer au cas par cas les capacités et le degré d'autonomie qu'on juge nécessaires à certains droits spécifiques, notamment la participation politique. Par exemple, il est plutôt admis que les effets de la consommation d'alcool sont en moyenne plus néfastes pour la santé d'un enfant que pour celle d'un adulte.
Mais le problème, c'est que ça ne nous dit pas la conséquence qu'on doit en tirer, sinon il deviendrait légitime d'interdire l'alcool pour tout le monde. Et plus important encore, ça ne répond pas au problème de qui décide pourquoi. Comment faire en sorte que des personnes qui dépendent de ceux-là même qui ont le pouvoir d'abuser d'eux puissent faire valoir leurs intérêts? Cela pose aussi la question du degré de soumission qu'on attend d'individus qu'on prétend élever au stade de citoyen. En fait, l'idée qu'on se fait d'un sujet autonome capable de mener à bien ses devoirs de citoyen relève davantage du mythe que de la réalité. Le niveau de capacité cognitive qu'on exige pour participer à la vie politique est un idéal de santé, de stabilité et de force que personne n'atteint jamais vraiment. On se croit conscient de son environnement et maître de soi, mais c'est une illusion. Prenez par exemple le cadre dynamique qui travaille dans une start-up. Sa capacité à évoluer en société n'est assurée que grâce au travail plus ou moins invisibilisé d'une multitude de personnes. Les journalistes qui l'informent sur l'actualité, les éboueurs qui s'assurent qu'il ne croule pas sous les déchets, les cheminots qui l'acheminent à son lieu de travail, etc. Peut-on vraiment parler d'autonomie quand nous dépendons autant les uns des autres ? Il nous faudrait sans doute changer de définition, et passer d'une conception libérale à une conception libertaire de l'autonomie. Là où la première repose sur une vision individualiste et méritocratique de la société, la seconde serait fondamentalement collective, basée sur la solidarité et l'entraide. Loin de constituer une exception, l'autonomie ou la dépendance des enfants se construit autant sur le reste de la société que celle des adultes. Au lieu d'aller chercher dans un ordre naturel fantasmé les mesures politiques et sociales qui s'imposeraient à la société, il nous faut poser la question des moyens dont on dispose pour favoriser la participation politique des mineurs. Il y a un vrai besoin d'écoute. Et bien évidemment, cette réflexion ne doit pas nous amener à penser que les enfants seraient des adultes comme les autres. Ce genre de considération a pu mener à une minimisation des abus sexuels commis par les adultes sur les enfants, car ces derniers auraient consenti à avoir une relation sexuelle. Ce serait ne pas considérer les conditions rendant possible le consentement, qui ne sont clairement pas acquises dans le cas des relations enfants-adultes. Si nous voulons penser la question de l'autonomie des enfants, nous ne pouvons ainsi pas passer à côté des conditions matérielles et symboliques d'obtention de cette dernière. L'autonomie ne se décrète pas, elle se construit dans un contexte social et culturel particulier. Comme le suggère Tal Peter Broad-Merks, la vulnérabilité des enfants est en bonne partie produite par les institutions, notamment par la famille. Une manière de les protéger face aux abus a été de construire l'enfance comme le domaine de l'innocence. En même temps qu'on prétend les protéger contre un monde extérieur hostile en ne leur parlant pas de certaines réalités jugées trop dures, on les rend vulnérables, car ils en deviennent incapables d'identifier clairement le danger, en particulier lorsqu'il vient de la famille. Il y a une production de l'ignorance, qui se manifeste par un refus d'aborder certains sujets face aux enfants, comme le sexuel et le politique. Une manière de remédier à cet état de vulnérabilité serait de donner aux enfants les moyens de se défendre, ce qui inclut la capacité à comprendre le monde, même dans ce qu'il a de plus choquant. Sans que cela devienne une excuse pour les adultes qui voudraient abuser d'eux, évidemment. Une autre source de la vulnérabilité des enfants se trouve du côté de la dépendance juridique et économique à laquelle ils sont soumis. Il est difficile de garantir le pouvoir de se protéger aux mineurs lorsqu'ils sont contraints de passer par leurs agresseurs potentiels pour saisir la justice, en particulier lorsqu'ils dépendent de ces derniers pour se loger et se nourrir. L'État se pose en garant des droits de l'enfant, mais comme le constate la Défenseure des droits dans son rapport 2020, les dispositifs mis en place sont loin d'être suffisants. Nombreux sont les témoignages de survivants de l'aide sociale à l'enfance qui expliquent que le monde des foyers et des familles d'accueil constitue plus une continuation des abus qu'une véritable rupture. D'un point de vue économique, on explique souvent que l'interdiction du travail des enfants est une manière de les protéger des abus des adultes. Mais dans les faits, cela produit une dépendance encore plus forte des enfants à la famille. Toutes leurs dépenses sont ainsi conditionnées par l'accord de leurs responsables légaux. Cette vulnérabilité matérielle va de pair avec la manière qu'a l'éducation de se présenter comme une forme de travail obligatoire non rémunéré, qu'il serait possible de réévaluer du point de vue des aspirations de l'enfant. De même que le travail des enfants au sein de la famille est bien souvent invisibilisé. Au vu de ces problématiques, un accès aux ressources sans obligation de travail apparaît comme une piste très importante à explorer, ainsi que la possibilité pour les élèves de se syndiquer. Car effectivement, cela pose la question de l'organisation politique des enfants et des adolescents. À ce propos, Yves Bonnardel rappelle dans La domination adulte les combats menés partout dans le monde par des collectifs de mineurs qui luttent pour ne plus être discriminés par leur âge et sortir du minorat.
Seulement, il est difficile pour les enfants de se mobiliser, en raison d'une série d'obstacles qui vont du contrôle exercé sur leur emploi du temps à la dépolitisation à laquelle ils doivent faire face. Tout est fait pour empêcher les mobilisations. La domination adulte a aussi cela de particulier que tous les adultes sont d'anciens enfants, ce qui limite les possibilités de construire une conscience collective sur le long terme. Une autre conséquence de cette configuration particulière de l'enfance est que l'essentiel de la littérature sur la domination adulte est écrite par des adultes, ce qui pose énormément de questions du point de vue épistémologique. Comment s'assurer que les vécus, perspectives et intérêts qui traversent l'enfance sont retranscrits de manière fidèle, si ce sont des adultes qui s'en font les porte-voix? La domination adulte a parfois été pensée de manière analogique à la domination patriarcale, ce qui a amené certaines autrices féministes à mettre les enfants et les femmes dans le même panier. Et ça fait plutôt sens, dans la mesure où les femmes sont souvent renvoyées à une forme de dépendance très semblable à celle des enfants, justifiée par une supposée immaturité dont certains polémistes misogynes continuent de se faire les messagers. De manière plus générale, la question de l'agisme, qui désigne les discriminations portées contre les enfants et contre les personnes âgées, s'est construite sur la base du cadre offert par l'étude du sexisme et du racisme. Ont ainsi émergé de multiples réflexions et revendications très concrètes, comme l'appel à créer des lieux et activités intergénérationnelles portés par le collectif des Grey Panthers dans les années 70. D'un coup d'un seul, ta grand-mère qui se sent seule dans un EHPAD devient une revendication politique à part entière. Et ce que cette approche a d'intéressante, c'est qu'elle ne pousse pas tant à la culpabilisation individuelle comme c'est souvent le cas, quand on te dit que tu ne lui rends pas assez visite, quand même, tu pourrais faire des efforts, mais au contraire, ça pousse à la remise en cause des institutions qui rendent ces situations d'isolement possibles. On pense à la façon qu'ont l'école, l'entreprise et l'hôpital de structurer l'âge par tranches séparées hermétiquement les unes des autres. Et de la même manière que les rapports de domination peuvent être pensés sous un prisme intersectionnel, la question de l'enfance peut être pensée en lien avec le racisme et le sexisme. On a pu voir sur une couverture du magazine Causeur paru il y a quelques semaines que l'innocence qu'on prête aux enfants tend à s'estomper dès lors qu'il est question d'enfants non blancs. Plusieurs bébés non blancs étaient ainsi représentés comme des menaces potentielles, car il faut bien ça pour justifier l'agenda déportationnaire porté par ce magazine. Et comme l'évoque Dorothée Ducy dans Le berceau des dominations, les violences infligées par les petits garçons aux petites filles peuvent être interrogées politiquement, du point de vue de la domination masculine. On aurait tort de se représenter l'enfance comme une question monolithique, sans s'interroger sur les conditions sociales, géographiques et culturelles qui sont amenées à la modeler. La domination adulte ne peut être prise au sérieux que si elle s'élabore main dans la main avec les autres rapports de domination qui structurent la société. De manière plus générale, cela pose la question de l'expression politique des groupes minoritaires en démocratie libérale, question à laquelle Émeric de la chaîne État Cryptique se propose de répondre dans une vidéo jumelle à celle-ci. Salut Émeric, qu'est-ce que tu racontes ? Salut Patchwork, on va parler de l'exclusion en démocratie, on parlera des démocraties illibérales, des abus de pouvoir également, et on essaiera de débuter une réflexion sur les limites à apporter au pouvoir. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Émeric sur sa chaîne YouTube, qui est un complément important à celle-ci. Mais bref, on peut raisonnablement dire que l'enfance est la grande oubliée des luttes sociales. La manière qu'on a de la renvoyer vers le domaine du naturel nous empêche de la considérer pour ce qu'elle est, une question hautement politique, marquée par les violences, mais aussi par le pouvoir quasi total qu'une partie de la population, les adultes, a sur l'autre, les enfants. Prendre au sérieux la domination adulte, c'est inquiéter nos idées reçues les plus tenaces sur la manière qu'a de s'organiser la société, et ce qu'on considère comme une vie bien vécue. Je vous demanderai pas au terme d'une vidéo d'être absolument convaincu par ce que j'avais à dire, mais j'espère qu'il restera au moins l'idée qu'il ne s'agit pas d'un non-sujet, qui mérite d'être creusé. À ce propos, je vous recommande très chaudement l'émission de Sortir du capitalisme consacrée à cette question, qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. Et je vous renvoie aussi vers le travail de Dominique Vicacio, qui parle régulièrement de violences éducatives ordinaires.